troisième mouvement de la sonatine de Maurice Ravel commence avec beaucoup d'élan. On dirait que Ravel est en toute confiance et pourtant, je crois qu'à l'époque, en 1905, ses idées n'étaient pas très bien reçues, étaient tout au moins polémiques. Oui, Qu'est-ce qui... oui. En fait, avec cette sonatine, c'était la cinquième fois qu'il se présentait au prix de Rome. Et il a été éliminé avec cette sonatine dès le premier tour. Et à l'époque, ça a causé un grand scandale parce qu'il y a beaucoup de compositeurs comme Lalo ou comme Debussy qui ont critiqué le jury du prix de Rome en disant que cette œuvre de Ravel ne méritait pas être éliminée dès le premier tour. Parce qu'en fait, à la fin, les trois finalistes étaient des élèves du directeur du Conservatoire supérieur de Paris, qui était lui-même membre du jury. C'est-à-dire, à la fin, et le gouvernement a remplacé le directeur du Conservatoire supérieur de Paris par Gabriel Fauré pour qu'il tente de moderniser ce qu'était le prix de Rome et tout le Conservatoire supérieur de Paris. Alors finalement, cette sonatine, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'elle représente un peu un moment de charnière, au moins pour le Conservatoire de Paris, c'est clair, et aussi Oui. peut-être pour la musique aussi. Est-ce que Ravel représente un mouvement de changement d'idées dans la musique française? Et est-ce qu'il ouvre une nouvelle voie, Ravel? Il va y avoir d'autres musiciens qui vont faire comme lui, qui vont... euh, Il, euh, il tente d'ouvrir cette nouvelle vague, mais Ravel ne prend pas beaucoup d'élèves dans toute sa carrière. Il ne prend pas beaucoup d'élèves de composition parce que Ravel aimait que chaque compositeur, que chaque jeune compositeur tente de trouver, comme lui-même il l'avait trouvé, son propre langage musical. C'est-à-dire, euh, Gershwin essaya d'avoir des leçons avec Ravel. Et Ravel, même s'il était intéressé, parce que Gershwin étant un jeune compositeur américain et qui connaissait beaucoup de jazz, alors Ravel était très intéressé en Gershwin. Mais il a dit à Gershwin qu'il ne voulait pas lui donner des leçons de composition parce que il disait que il a dit à Gershwin, vous allez devenir un deuxième Ravel et ça je ne veux pas. Je veux que vous soyez Gershwin, pas un deuxième Ravel. Un de ses élèves pendant 2 ou 3 mois était Ralph Vaughan Williams. Euh, et, il, et lui, Vaughan Williams a dit dans des interviews dans toute sa vie que Ravel, il donnait beaucoup de liberté aux étudiants. Euh, et- c'est une anecdote. Et que le premier jour, il les faisait composer un minuet à la manière de Mozart et que la deuxième composition qu'il devait lui apporter, c'était une composition totalement sienne, totalement genre, ok, vous avez fait un minuet du type Mozart, maintenant vous faites un Vaughan Williams ou un Gershwin ou ce que vous voulez. Donc Ravel donnait beaucoup de liberté. Et je pense que ce n'est pas son langage musical ou la combinaison de formes anciennes et d'harmonie et de dissonance qui mène à d'autres mondes et à d'autres univers, qui est transmis que Ravel essayait de transmettre, mais c'était plutôt cette liberté créative que Ravel essayait d'imprimer dans ses étudiants et surtout dans sa musique. Mhm. Dans ce troisième mouvement, on reprend à nouveau un peu comme dans le premier mouvement, ce monde de sensualité, puisqu'on est dans le monde de Ravel, donc très Ravel. Alors un monde de sensualité, un monde, tu avais dit au premier mouvement, d'eau et tout ça. En Hmm. plus, c'est intéressant parce que vous mentionnez le premier mouvement, parce que en fait, le thème du premier mouvement, qu'on rappelle, c'était. Il le refait,
il le remet dans le troisième mouvement et c'est très intéressant. Voici. Bon, il dérive dans toute cette cascade. Alors, disons il est vraiment dans son monde, il se récrée dans son monde. Justement, pour partir à la rencontre de Ravel dans ce monde si personnel, si particulier, on avait pris comme point de départ la poésie de Baudelaire, L'invitation au voyage, pour le premier mouvement. Pour le troisième mouvement, j'avais pensé à chercher un artiste, un peintre qui soit dans un mouvement similaire à celui de Ravel, qui soit à la recherche de sa propre voix, de sa propre manière d'expression. Et je suis tombée sur Matisse, qui justement en 1905 peint son tableau Luxe, calme et volupté, inspiré par la poésie de Baudelaire. Il se présente en 1905 au Salon de Paris et il n'est absolument pas compris. Et ces tableaux qui précèdent Les Fauves causent une énorme polémique. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a un parallélisme? Est-ce qu'on peut penser est-ce que ça peut nous aider à voyager dans le monde de Ravel? Il y a effectivement un parallélisme avec Ravel, parce que l'œuvre de Matisse, dans ce cas Luxe, calme et volupté, c'est cette combinaison de couleurs vives et pas de pointillés classiques, mais plutôt de laisser faire un petit peu dans la manière de peindre. C'est ce qui mènera au fauvisme. D'une certaine manière, comme Ravel. Même dans ce tableau, les figures de Matisse et la disposition dans le tableau, c'est une disposition plutôt classique. Mais c'est la manière de peindre qui est totalement différente à ce que l'on avait vu jusqu'alors. C'est-à-dire, c'est un petit peu comme Ravel il prend des formes classiques et dans sa musique, mais après il fait des choses totalement différentes avec des harmonies et avec son propre langage musical. Donc c'est un parallélisme c'est un très bon parallélisme. Alors, maintenant, on peut écouter le troisième mouvement de cette sonatine tout en regardant le tableau de Matisse, Luxe, calme, volupté et quelques autres. Et ça peut nous aider quand même à comprendre ce moment de transition du siècle, d'entrer dans le XXe siècle avec cette liberté et cette recherche.
If you like this video, consider subscribing to my channel and also maybe sharing it with your friends. Thank you.